Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Kaiser Foot, votre podcast ou balado-diffusion et maintenant vidéo-diffusion, oui, pour cette troisième saison de l'émission. Émission qui traite de la Bundesliga et du football allemand en français. Et c'est avec grand plaisir que Mathieu Lemay, votre serviteur et animateur de l'émission, retrouve ses compères. Tout d'abord, le Kaiser, très fièrement de retour après la couverture des Jeux olympiques, j'imagine que ce soit la gymnastique. Quand il ne va pas passer son été sur les terrains de golf pour entraîner ses différents coups, j'espère qu'il s'est amélioré, il nous le dira. Et c'est aussi avec grand plaisir que je le retrouve pour cette nouvelle saison de Bundesliga, mais aussi du Kaiser Foot, c'est la troisième. Bonjour David, allô Frenda, comment ça va aujourd'hui? Allô Mathieu, salut à tous. Je pense qu'il n'y a pas plus difficile que le golf pour s'améliorer, sauf peut-être notre podcast, et on va essayer d'avoir des analyses toujours plus fines, toujours plus pondérées, toujours plus équilibrées. Peut-être qu'on ne sera pas toujours d'accord, peut-être aussi, parce qu'on en a parlé aussi un tout petit peu avant de lancer notre émission, peut-être aussi qu'on sera d'accord sur certains thèmes, parce que je pense qu'il y a des choses qui s'imposent à tous dans ce début de saison, dans cet été et dans cette fin d'été, ce début de Bundesliga. Je suis ravi d'échanger avec vous sur les thèmes qui nous sont chers et on va démarrer avec tout le dynamisme qui nous caractérise, n'est-ce pas Mathieu? En effet, et les gens maintenant pourront voir nos réactions, nos faciès, nos émotions s'exprimer en même temps que d'entendre le son de nos voix. Je retrouve évidemment sur l'autre côté de l'écran mon autre compère et mon autre ami qui n'est plus au Québec cette fois, mais il est actuellement en Belgique pour la poursuite de ses études, ce qui ne l'a pas empêché de faire un petit détour vers Dortmund pour aller voir son équipe de cœur lors de la dernière fin de semaine d'activité en Bundesliga. 5 heures de train aller et un autre 5 heures de retour, mais je suppose que le jeu en valait la chandelle pour lui. C'était avec grand plaisir. Donc, qu'on le retrouve, Anthony Tessier. Bonjour, mon ami. Allô, friend. Comment ça va? Salut Mathieu, salut à tous. Ça va très bien, ça va très bien. Ça pourrait pas aller mieux, hein? Un beau week-end, beau match du Borussia Dortmund, belle victoire aussi. Puis je suis bien installé aussi en Belgique, comme tu l'as mentionné. Comme appartement, j'ai déjà vu mieux. Ça aurait pu être plus grand un peu, mais c'est bien. Je suis installé, tout va bien. Donc, on est concentré pour les études, mais aussi à suivre le championnat allemand et tout ce qui tourne autour. Donc, bien hâte d'en discuter avec vous encore pour une belle saison. Et justement, cette troisième saison, vous vous demandez, mais comment ça se fait que vous n'avez pas commencé quand la Bundesliga a commencé? C'est très simple. Effectivement, on avait envie de renouveler l'expérience pour la troisième saison, mais en présentant un visage différent, encore une fois, toujours dans la volonté de se renouveler. C'est ainsi que, je l'annonce ici maintenant, l'émission ne sera plus hebdomadaire, elle sera diffusée aux 3 ou 4 semaines, mais le contenu sera enrichi. Et vous pourrez nous voir en vidéo à chaque fois. Pour ce faire, chaque émission portera sur 5 thèmes différents et on les explorera en profondeur avec mes consultants et ce sera avec grand plaisir qu'on les développera. Et comme ça, vous aurez toujours un contenu riche et renouvelé en espérant que ça vous fasse plaisir, chers auditeurs, chères auditrices, je devrais même dire chers spectateurs et chères spectatrices maintenant. Le premier thème de l'émission d'aujourd'hui, eh bien, on va revenir un petit peu un mois en arrière, puisqu'il y a de cela à peu près effectivement un mois, c'est-à-dire à la mi-août, une grande légende du football allemand, pour ne pas dire du football mondial, Gerd Müller, l'attaquant hors pair du Bayern de Munich et de la sélection allemande dans les années 70, décennie qu'il a traversée de son talent. Der Bomber, comme on le surnomme, comme on le surnommait, devrais-je plutôt dire, est malheureusement décédé des suites d'une longue maladie d'Alzheimer, à se demander s'il était conscient que son record de 49 ans, record très emblématique de 40 buts en 1972, lors de la saison 1971-72, 40 buts en 34 matchs en Bundesliga, qui avait tenu pendant 49 ans, a été battu par Robert Lewandowski il y a quelques mois. On l'a évoqué lors de la dernière saison ici, lors des récents Kaiser Foot que vous avez pu écouter lors de la deuxième saison. Gerd Müller, malheureusement, nous a donc quittés des suites de cette longue maladie. Je ne reviendrai pas sur les circonstances de la maladie, etc., etc. Juste résumer que, selon moi, il entre dans la légende, parce que je mets aussi mon avis, je ne fais pas qu'animer, il entre dans la légende parce qu'il a, selon moi, l'un des meilleurs ratios de buts par match. C'était un buteur régulier et pas seulement dans des matchs qui n'étaient pas en jeu, mais dans des matchs de grande importance. Il a marqué en Coupe du Monde, à l'Euro, lors des grands matchs de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions. Il a fait partie de ce groupe du Bayern avec
bien entendu, cette grande légende qu'on surnomme le Kaiser. Je ne parle pas de David, bien sûr, mais je parle bien évidemment de Beckenbauer, Franz Beckenbauer, et du gardien Sepp Maier, entre autres, un trio de choc qui a permis au Bayern de remporter 3 titres coup sur coup dans les années 70. Les partisans de Saint-Étienne se rappellent de l'un de ces titres qu'ils ont perdu en finale et qui est d'ailleurs souvent évoqué lors de certains anniversaires. Il a aussi contribué à la conquête de la Coupe du Monde de l'Allemagne de l'Ouest en 1974 contre les Pays-Bas et Johan Cruyff. Gerd Müller a été très marquant lors de ces finales et il a aussi remporté l'Euro en 1972. Et il a marqué dans les grands événements. Personnellement, du côté de l'Amérique du Nord, et je suis assez vieux pour en parler, j'ai eu la chance de le voir en fin de carrière avec le Striker de Fort Lauderdale, la seule autre équipe professionnelle pour laquelle il a joué pendant 3 ans en NASL, à l'époque où Pelé et même Beckenbauer et même Johan Cruyff sont venus traverser l'océan Atlantique pour venir jouer en Amérique du Nord. Je le décrirais comment, Gerd Müller? Comment vous le décrire? Si vous allez voir sur YouTube, évidemment, vous allez avoir une idée. Mais toujours est-il que c'est quelqu'un que je décrirais comme un dirigeant du Bayern avait dit en début de carrière. Ce n'est pas un attaquant, mais un culturiste. C'est vrai qu'il était assez musclé, surtout des jambes, mais ce n'était pas le joueur le plus grand. Ce qui ne l'a pas empêché de marquer des buts de toutes les façons possibles, au point qu'on le considère comme le roi des 6 mètres. Désolé pour Cristiano Ronaldo qui marque beaucoup de buts au 6 mètres depuis quelques années, mais au 6 mètres, je pense que Gerd Müller, il était inattaquable et inégalable. Il pouvait marquer de toutes les façons. Il avait un sens du but comme personne ne pouvait l'avoir. Il a pris sa retraite internationale, certes un peu jeune, et à la fin de sa carrière, ça a été plus difficile au départ. Il a souffert de dépression, un peu comme ces soldats qui reviennent de la zone de combat et qui souffrent du syndrome post-traumatique. Le début de son après-carrière a été plutôt sombre. Il a sombré dans l'alcool, etc. Jusqu'à ce qu'un de ses coéquipiers, Lyonès, pour ne pas le nommer, qui lui avait accédé à la direction du Bayern à l'époque, dans les années 80, a décidé, le rôle familial du club oblige, de faire appel à ses services pour justement le remettre un peu sur les rails, et il lui a confié les rênes de l'équipe réserve, des équipes de jeunes au sein du Bayern pour que justement Gerd Müller se sente valorisé. Alors voilà un peu, là, je vous ai décrit, je vous ai résumé un peu quel homme il était et aussi pour moi ce qu'il a représenté, puisque dans ma jeunesse, c'est peut-être un des meilleurs joueurs que moi j'ai vu jouer, un des joueurs les plus constants. Maintenant, j'aimerais savoir quel héritage laisse-t-il vraiment dans le monde du football? Et je ne parle pas que pour l'Allemagne, je parle au niveau mondial. Alors, n'ayez pas peur de sortir des frontières. Et je vais commencer, bien sûr, par le Kaiser en personne, David Lortolari. Tu as eu l'occasion d'en parler, bien entendu, au cours du dernier mois, lorsque l'annonce de son décès a été faite. Si tu as envie de développer maintenant sur la légende qu'il laisse maintenant dans le monde du foot, David, c'est le moment de nous le transmettre. On t'écoute. Quelle trace laisse-t-il dans l'histoire du foot, Gerd Müller? C'est une question difficile de mon point de vue, particulièrement dans notre époque très absorbée par l'instantanéité des images, les réseaux sociaux qu'on peut citer mais que tout le monde a à l'esprit, cette rapidité, cette chasse à la performance, encore une fois assez instantanée, assez quotidienne, assez éphémère aussi. Parfois on se noie dans des statistiques qui n'ont plus de sens, souvent. J'ai encore vu une polémique sur Twitter il y a quelques jours à propos de, je crois que c'était Sébastien Haller, justement avec l'Ajax, qui a marqué 4 buts en Coupe d'Europe. Et on disait, personne n'avait fait ça depuis Marco Van Basten, ou il a même dépassé Van Basten, je ne sais plus quoi. Oui, sauf que, et je vais refermer très vite la parenthèse là-dessus, messieurs, sauf que Van Basten avait joué la Ligue des Champions, certes, mais il avait joué surtout la formule d'avant, qui était la Coupe d'Europe des clubs champions. Et cette statistique ne prenait pas en compte les performances qui avaient précédé la création de la Ligue des Champions, qui doit remonter de mémoire à 1992, 11 ou 12. Donc attention à cet effeuillage permanent des chiffres, des records. Vous comprenez pourquoi je parle de cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a des attaquants merveilleux. On peut mettre dans le lot, bien sûr, Léo Messi, on peut mettre dans le lot, bien sûr, Cristiano Ronaldo, des performances durables et hors normes, et on peut mettre aussi Lewandowski, qui, on en reparlera sans doute, aujourd'hui est le candidat le plus légitime à la récompense individuelle dans le football européen et mondial. Donc ces gens-là sont très forts, ces gens-là sont performants, font rêver les enfants, on veut leur poster.
Le journal L'Équipe, d'ailleurs, à Paris, a fait un poster grandeur nature de Messi il y a quelques semaines. Ça n'est pas par hasard. Mais il faut s'extraire de ces chiffres, il faut s'extraire de cette vitesse d'aujourd'hui. Tiens, pour parler de L'Équipe, la chaîne de télé diffusait encore, je crois que c'était hier soir, le match de huitième de finale de Coupe du Monde de l'équipe de France contre le Paraguay en 1998. J'ai regardé 5 minutes, je me suis dit, mon Dieu, que c'est lent. Et oui, le football a évolué. Et oui, on ne peut pas comparer les époques. Et pourtant, on doit, de mon point de vue, préserver, le terme est un peu défensif et peut-être n'est-il pas à la hauteur de la légende, mais on doit, de mon point de vue, préserver la légende de Gerd Müller, non pas parce qu'il a souffert effectivement et son entourage avec lui de cette longue maladie dans les dernières années, la perte de mémoire, la perte de conscience, voilà, de son environnement. Et c'était triste pour la famille, bien sûr, pour le Bayern aussi, et puis pour les amateurs et amoureux du football. Mais il faut préserver parce que cette légende-là, elle est effectivement unique, tu l'as dit Mathieu, un ratio de buts par match. Le chiffre le plus facile à mémoriser, ce sont bien sûr ces 68 buts en 62 sélections. Bon, je me trompe peut-être d'un but et d'une sélection, mais je crois que c'est ça, c'est la chose qui est indépassable. Personne ne peut accéder à cela pour des raisons diverses. Certains parce qu'ils n'ont pas la sélection pour aller avec, Messi ou Cristiano Ronaldo, n'en déplaise au grand Portugal. Et d'autres parce que ils ne sont pas aussi réguliers. Tu as souligné à juste titre, Mathieu, la nécessité d'être régulier. Gerd Müller, c'est la légende, et on a retenu le chiffre parce que c'était un chiffre rond, parce que c'était un chiffre effectivement inaccessible pendant des décennies, de 40 buts en 34 matchs. On y est parvenu. Lewandowski, super, magnifique. Il a d'ailleurs soulevé son maillot pour montrer un hommage à Gerd Müller. Mais la légende, elle dépasse ces chiffres. Elle est marquée dans les esprits, dans des souvenirs un petit peu évanescents, un petit peu comme ça, voluptueux, qui ne sont que des souvenirs imprécis. Alors on se souvient de certains buts, bien entendu, mais moi je me souviens surtout, pour ne pas l'avoir vécu pour la plupart de ces années en direct, je me souviens surtout d'un finisseur ultime. Un finisseur ultime dans le sens, l'ultime maillon de la chaîne. Pas forcément un joueur hyper complet partout, dans tous les domaines. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, Lewandowski sont sans doute des athlètes plus complets, mais le finisseur, la définition du finisseur, celui qui termine dans le sens de Terminator de Schwarzenegger, celui qui termine le destin. Et ça, c'est quelque chose d'unique. On peut pas comparer. Moi, je ne serais pas choqué si des jeunes générations disaient que Messi est plus fort, par exemple. Oui, mais c'est autre chose. Il y a une espèce de paradoxe parce que pour moi, Gerd Müller, c'est à la fois la poésie, les années 70, un environnement, un duel un petit peu, comment dire, oui, romanesque avec le Borussia Mönchengladbach dans les années 70, des joueurs ébouriffants comme Paul Breitner, comme le gardien que tu as cité, comme Beckenbauer. Et il y a ce paradoxe parce qu'il y a cette poésie du contexte et cette froide détermination du buteur. C'est le buteur. Il marque toujours, il est en bout de chaîne, il termine les choses, il termine les actions, il termine le match. Il termine le destin d'une saison. Et de ce point de vue, pour moi, Gerd Müller est unique. Je frissonne encore en parlant. J'improvise ce petit speech parce que je pense que on touche à l'art, quoi. On touche à l'art du football. C'est un aspect. Ça n'est pas l'aspect du gardien de but, ça n'est pas l'aspect de la défense, ça n'est pas l'aspect athlétique, encore que tu as eu raison de dire que c'était un formidable athlète aussi quelque part. Mais pour moi, c'est simplement la chose qui est aujourd'hui la plus chérie dans le football, c'est-à-dire le but. Le but, aujourd'hui, on ne veut entendre parler que de cela. On adore les buts, il faut des buts, il faut du spectacle. Gerd Müller, ce n'était pas forcément le spectacle le plus, comment on va dire, le spectacle le plus spectaculaire, mais c'était le spectacle dans le sens, c'est lui qui baisse le rideau, quoi. Et après Gerd Müller, il n'y a plus rien. C'était l'efficacité. Voilà, le ballon a franchi la ligne et puis c'est Gerd Müller qui était le dernier acteur des affaires. Donc pour moi unique,
indépassable au-delà des chiffres. Et on doit, je pense que le football en général est un petit peu quand même sur cela. On doit respecter cette œuvre, entre guillemets. Et c'est d'autant plus facile aujourd'hui que les plus jeunes n'ont pas vécu effectivement ces performances et peuvent donc s'incliner d'autant plus facilement qu'ils ne peuvent pas réellement le contredire. Aujourd'hui, on va adorer, encore une fois, Neymar, Messi, Cristiano et Lewandowski. Et on ne doit pas comparer, je pense, ni les époques, ni les individus. C'est une très, très belle conclusion. Et d'ailleurs, tu me fais penser, puisque j'avais souligné la force physique, effectivement, de Gerd Müller, il a évolué à une époque, tu as parlé de romanesque, où les pelouses n'étaient pas du billard et où les défenseurs étaient beaucoup plus accrocheurs. Et ça n'a pas empêché Gerd Müller d'être un buteur d'une efficacité, mais absolument redoutable, et d'avoir une intelligence au 6 mètres comme sans pareil. Et ça, c'est important, je pense, de le souligner. Pour atteindre un ratio, comme tu as dit, de 68 buts en 62 matchs en sélection, et je fais juste rappeler, là, pour vous montrer à quel point que même 68 buts, c'était difficile à l'époque, même ce total-là, de rejoindre ce total. C'est Miroslav Klose qui a été le premier, je pense, ou un des premiers à l'avoir dépassé. Et on parle d'un attaquant légendaire, mais vous voyez comment ça a pris du temps. C'est probablement plus de 20 ans. Et Klose, c'est environ 70 buts en 140 sélections, et environ, voilà. Un peu plus. Mais donc, c'est un ratio normal, c'est le ratio de Trezeguet, c'est le ratio des grands buteurs, un but tous les 2 matchs. Et voilà, Müller, c'est un but par match. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je vous encourage à aller voir les archives pour vous montrer à quel point vous allez voir les pelouses et vous allez voir aussi le jeu physique des défenseurs. Ça n'y va pas de main morte et en quelque part, ça rajoute un petit peu au côté légendaire du personnage. En fait, s'il fallait désigner un avant-centre ou un buteur ultime, un vrai neuf au sens pur du terme, c'est le premier nom, Gerd Müller, qui devrait venir à l'esprit. Moi, je le résumerais comme ça. Mais ce qui serait intéressant, puisque tu as parlé de la jeunesse, David, on va se tourner vers la jeunesse. On va demander à Anthony, qui ne l'a jamais vu jouer, mais qui a certainement entendu son nom plus souvent qu'autrement, étant intéressé au football allemand, ce qu'il en pense. Et justement, le côté légendaire, c'est le fait d'en parler sans l'avoir vu jouer. Et ça va être intéressant d'entendre justement son point de vue sur la question. Alors, Anthony, Gerd Müller, il représente quoi à tes yeux pour toi? Quelle trace dans la légende du football va-t-il laisser selon toi ou selon les jeunes de ta génération? Ben, comme tu dis, c'est sûr, je ne l'ai pas vu jouer du tout. J'ai vu comme on dit, des faits saillants, des highlights sur YouTube, un peu comme tout le monde. Mais ce que je peux en dire, c'est que, comme David a dit, c'est un attaquant qui est la définition même d'un pur numéro 9. C'est quelqu'un qui sait où se placer dans la surface, qui est capable d'échapper aux défenseurs comme ça, de façon très naturelle. Mais ça a laissé des traces dans le football moderne. Il y a les attaquants modernes sont peut-être plus techniques, comme a dit David, un peu plus axés sur comment on dit en espagnol, le jogo bonita, le beau jeu, joga bonita, axés sur l'esthétique du football. Mais il y a certains attaquants aussi, je pense notamment aux attaquants anglais, les purs et durs attaquants anglais, là, à la Wayne Rooney, à la Harry Kane. C'est pas des attaquants qui vont nécessairement faire des gestes techniques incroyables. C'est des attaquants qui sont payés pour la mettre au fond et c'est ce qu'ils font. Puis je pense que Gerd Müller, c'est une partie de son héritage, c'est ça, c'est justement d'avoir apporté cet aspect-là de renard de surface dans le football moderne. Puis il y a plusieurs aspects du football qui ont évolué, comme tu as dit, Mathieu. Le jeu est plus rapide aussi, comme a dit David, mais il y a certaines tactiques qu'on ne voit plus, qu'on voyait avant. Mais cet aspect-là du jeu de Gerd Müller est encore présent aujourd'hui, même parmi les meilleurs attaquants du monde. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas non plus. Hein. C'est l'instinct du tueur, comme on dit, c'est quelque chose qui est inné. Un attaquant là ou l'a pas, je veux dire, ça ne s'apprend pas. Le travail acharné peut t'amener certaines qualités, peut t'amener une force physique, par exemple, mais l'intelligence, le IQ, le football IQ, comme on dit en anglais, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Donc, je pense que Gerd Müller, ça, l'avait à 100%, comme vous l'avez mentionné. Puis c'est quelque chose qui, même encore, je me rappelle il y a quelques années quand on a parlé du record de Lewandowski, mais il y a un autre record aussi que Lionel Messi a battu il y a quelques années, c'est le nombre de buts sur une année de calendrier. Je me rappelle plus exactement le nombre, mais je crois que c'est 79 ou 80, quelque chose comme ça. Mais ça a pris une trentaine d'années avant qu'il soit battu ce record-là, une quarantaine d'années. Je veux dire, c'est quelque chose qui
qui est impensable. Puis ça a pris Lionel Messi, qui est probablement sinon le meilleur joueur de tous les temps dans l'histoire du football. Donc, pour battre ce record-là. Donc, écoute, c'est juste de mentionner ça, dire si ce record-là a été battu par Lionel Messi, mais avant, c'est Gerd Müller qui l'avait. Écoute, on place Messi et Gerd Müller dans la même phrase. Juste là, c'est carrément, c'est légendaire. Donc, étant beaucoup plus jeune que vous, je n'ai pas connu Gerd Müller, mais je peux dire que... Bon, OK, plus jeune. J'enlève le beaucoup. J'enlève l'adjectif. Mais non, c'est ça. Je ne l'ai pas vu jouer, mais je suis capable de dire qu'il y a certains éléments dans le football actuel, chez les attaquants, chez les purs numéro 9, qui reviennent des qualités que Gerd Müller avait et a légué au football moderne. En fait, quand tu parles de plus jeune, c'est moitié moins que le temps que Lewandowski a pris pour battre le record de Gerd Müller. C'est ça, exact. À peu près. Mais voilà, ça va. Le premier thème va se conclure là-dessus. Gerd Müller qui rentre dans la légende. Et qui sait, devrait échanger quelques coups de foulard ou quelques échanges de ballons avec un certain Diego Maradona pour refaire un Argentine-Allemagne où ils ne se sont jamais fait face, mais qui pourrait être, qui sait, quelque part en haut, être très, très passionnant entre ces deux légendes qui nous ont quittés au cours des dernières années. Alors, ce qui est certain, c'est que Gerd Müller rentre dans la catégorie des gens irremplaçables dans le milieu, dans le monde du football, et on ne l'oubliera certainement jamais. Passons maintenant au deuxième thème de notre émission. Ce deuxième thème qui revient à quelque chose d'un peu plus concret, bien sûr, mais qui aussi date quand même depuis quelque temps, c'est le mercato. Mais on va quand même être spécifique pour en parler. Je sais que le mercato allemand, je ne dirais pas par définition, je dirais plutôt par émotion ou plutôt comme par impression. C'est un mercato qui ne fait jamais de vagues, ou en tout cas, très, très peu. C'est un mercato, en quelque part, qui, contrairement aux grosses machines, ne fait pas beaucoup parler de lui. Alors, évidemment, je sais qu'on parle beaucoup du recrutement du Bayern. Marcel Sabitzer, qui quitte Leipzig avec Upamecano, entre autres, pour rejoindre le Bayern. Alors, ça dépouille encore un peu le Red Bull de ses meilleurs éléments. Il y a Jadon Sancho qui a quitté Dortmund. Je sais que ça t'attriste un petit peu, mon cher Anthony, mais ça t'a écrit un peu dans le ciel. Exact. Il est parti pour Manchester United. Maintenant, il y a aussi également, on va en parler un petit peu plus tard, des changements d'entraîneur, mais en termes de mercato, étant donné que ce sont des choses qui passent un peu sous le radar en Allemagne, je voulais souligner, j'avais envie de le faire avec vous. À vos yeux, quelle équipe a connu, disons, un mercato qui n'a pas fait de vague, justement, on en entend très peu parler, mais qui, qualitativement, selon vous, va améliorer cette équipe cette saison? On sait que l'Allemagne, ce n'est pas les grosses dépenses, hein? Et encore plus avec la situation de la pandémie. Ça permet une bonne santé financière, d'accord, mais ça veut dire qu'au niveau des recrues, on ne prend rien de spectaculaire, mais qualitativement, je pense que les directions des clubs réfléchissent quand même à ce rapport qualité-prix pour améliorer leur club. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Ça va mettre un peu la lumière sur des joueurs dont on parle peu. Alors, je sais qu'André Silva a quitté Francfort pour aller à Leipzig pour combler un besoin en attaque. Pour l'instant, ce n'est pas très transcendant, mais c'est trop tôt pour le dire. On va fermer toute la parenthèse André Silva tout de suite. Alors, j'aimerais vous entendre, chacun à votre tour, à commencer par David. Quelle équipe ou quelles équipes se sont, à tes yeux, améliorées et grâce à quels joueurs, quels nouveaux arrivants au sein de leurs effectifs? Je vais passer la balle assez vite à Anthony pour être peut-être un peu plus, comment dire, encyclopédique. D'abord, une petite pirouette pour commencer, parce que ça fera plaisir aussi à ceux qui nous écoutent. Je sais qu'ils ont un œil intéressé sur j'allais dire les deux divisions inférieures. On va dire déjà la deuxième, qui sont en ce moment très performante. Il y a des très gros clubs en Bundesliga 2 et en 3e division. Et je fais cette petite pirouette pour commencer parce qu'il y a un super attaquant qui s'appelle Simon Terodde qui a été recruté par Schalke. Et je pense que lui, maintenant qu'il a passé la trentaine, évidemment, il va peut-être commencer à décliner un peu, quoique, mais il va être le grand sauveur de Schalke.
soit pour être candidat à la montée, soit pour bien figurer, parce que Schalke a eu tellement de turbulences, on en a parlé depuis qu'on fait ce podcast avec Mathieu, puis avec Anthony aussi de la saison dernière. Pour moi, le recrutement de l'année, c'est peut-être ça, parce que Schalke a tellement été dans le brouillard ces derniers temps, a fait tellement de mauvais choix, de direction sur le terrain. Quand j'ai vu que Terreau 2 passait à Schalke, je me suis dit, voilà une grosse écurie de la deuxième division. Et oui, Schalke est en deuxième division en ce moment. Voilà un gros poulain pour peut-être faire le petit plus, donner le petit bonus à cette équipe pour participer à la course à la montée. Donc ça, c'est ma petite pirouette. Terreau 2, très intéressant pour ceux qui jettent un œil à la D2. En première division, je serais un peu en difficulté pour te répondre, Mathieu, parce que pour une raison très simple, tu l'as dit en préambule, les Allemands, pandémie oblige en plus, ont été très très raisonnables, ont été presque restrictifs vis-à-vis de leurs finances pour les investissements. Le Bayern lui-même a minimisé les achats. On a dépensé un peu d'argent pour Sabitzer, bien sûr, entre autres, mais en dehors de ça, c'est un renfort. Je vais même être grossier, ce n'est qu'un renfort derrière Goretzka et Kimmich. Super renfort, mais ce n'est qu'un renfort. Mais on a dépensé un peu d'argent pour lui. Mais sinon, on a été très raisonnable. Et derrière, on a aussi été très raisonnable. Anthony évoquera aussi Dortmund. On doit parler de Malen, mais il y a eu des départs qui ont rapporté aussi de l'argent ces derniers temps. Et puis le départ prochain peut-être, ce sera sans doute dans un an, je l'espère pas avant, de Haaland. Là aussi, il va faire venir de l'argent plutôt que des dépenses. Pour les autres, il n'y a pas, de mon point de vue, énormément de choses très clinquantes. Les petites écuries font avec leurs moyens, espèrent survivre en première division avec leurs moyens, au premier rang desquels Greuther Fürth, évidemment, qui est le petit poucet cette saison. Au-dessus, les clubs qui sont un petit peu solides, comme Augsbourg, n'ont pas non plus cherché à faire des gros coups. Tu as cité à juste titre, je voulais le faire, André Silva, il va falloir être un peu patient parce que il va falloir qu'il s'installe dans un système, c'est quand même une très grosse recrue pour Leipzig, étant donné les 29 buts, je crois qu'il a 28 ou 29 buts qu'il avait inscrits avec Francfort sur le championnat dernier. Francfort lui-même n'a pas, je vais les commenter moi pendant toute la saison, la campagne de Ligue Europa, donc je vais les suivre de près, n'a pas non plus éparpillé ses économies. Wolfsburg, Ligue des Champions, mais on n'a pas non plus cherché à faire venir des vedettes. J'ai pas donc de réponse toute faite à ta question pour isoler un club, pour identifier un club. Je garde à l'esprit Montero 2, je garde à l'esprit André Silva parce que je pense qu'au fil des semaines, il va trouver sa place. Il ne peut pas en être autrement. Il va y avoir une grosse pression, mais c'est un compétiteur. Et puis sinon, on va l'évoquer tout à l'heure. Pour moi, le plus important, c'est évidemment la valse des entraîneurs et tous ces changements de coach qui sont la principale plaque tectonique du moment en Allemagne. On va y revenir tantôt parce qu'il y a un vieil adage qui dit que c'est toujours plus simple de changer d'entraîneur que de changer tout l'effectif, bien sûr. Dans tous les sports d'équipe, c'est souvent le cas. Je note une petite parenthèse avant de passer la parole à Anthony, que l'Hertha Berlin, qui avait fait un gros mercato la saison précédente, a été plus tranquille cette année malgré certaines promesses après la saison décevante que le club a connue. Et même à un moment donné, on a cru que l'Hertha Berlin allait être relégué. Hein? Ils avaient été un petit peu sur le bord du gouffre, si je puis dire, mais ils n'ont pas fait, heureusement, ils n'ont pas sauté le pas, heureusement pour eux. Mais on n'a pas fait un mercato clinquant cette année. On semble miser sur des éléments en place. Et bien entendu, je veux saluer mon ami Adi Raphaël qui a bénéficié de la relégation de Schalke pour que son club de camp Marseille aille chercher un Ménarit. Voilà, je voulais le saluer. Et donc, voilà, de toute façon, c'est un peu son cadeau d'anniversaire. Ça a été sa fête il y a 2 jours. Alors voilà, je voulais le souligner au passage. Maintenant, je me tourne effectivement du côté d'Anthony. David a parlé justement de cette recrue à Dortmund, Malen, que tu pourras, si tu veux, en parler un petit peu. Mais au-delà de Dortmund, est-ce que tu vois, toi, des joueurs qui passent un peu sous le radar et qui, selon toi, vont s'illustrer ou vont aider leur club, maintenant qu'ils arrivent en Bundesliga, là, à permettre justement à ces clubs-là de s'illustrer un peu ou à connaître peut-être, je ne sais pas, une légère progression au classement? Ou alors, c'est que ça a été tellement tranquille ça serait plus
on pourra l'évoquer dans des émissions ultérieures. Je ne voulais pas le faire aujourd'hui, mais ça va venir sur le progrès des jeunes issus des académies, parce qu'on en a fait monter dans certains clubs en Bundesliga. Ça va être un futur sujet. Ça va être un futur sujet. Je voulais pas l'évoquer aujourd'hui tout de suite parce que j'aime voir. On va voir les tendances des performances de ce jeune-là. Et ça fera un beau sujet dans le futur. Donc, je vous l'annonce d'emblée. Mais en attendant, Anthony, de ce que tu as vu là, du dernier mercato qui a été très tranquille, on en convient, s'il y a des éléments là, qui ressortent un petit peu à la surface, qui remontent un petit peu à la surface par rapport à ce mercato qui a été effectivement, là, disons, très tranquille. Ouais. Ben, ça a été tranquille, mais vous avez évoqué un peu vite fait Wolfsburg. Moi, s'il y a un gagnant dans ce mercato-là, en Bundesliga, selon moi, c'est Wolfsburg. Je veux dire, on regarde, premièrement, au niveau des départs, on a réussi à garder Wout Weghorst, on a réussi à garder Maxence Lacroix, qui étaient possiblement les deux pièces maîtresses de cette équipe-là, c'est pratiquement les deux joueurs qui ont assuré la qualification en Ligue des Champions pour ce club-là. Et malgré le fait que Oliver Glasner ait quitté, on a réussi avec le nouvel entraîneur Van Bommel, dont on n'a pas vraiment parlé. Hein. On l'évoquera peut-être tout à l'heure lorsqu'on parlera plus des entraîneurs. Mais il est arrivé un peu par la porte de derrière. On n'en a pas trop parlé. Ça n'a pas été annoncé en grande trompe. Mais il fait un excellent travail. Et puis, au début, je ne sais pas si vous avez suivi un peu au début de cet été, la pré-saison de Wolfsburg, c'était très difficile. Là. Il y a eu 4 matchs contre des clubs un peu, des clubs de division inférieure. On n'avait pas les résultats. On faisait des matchs nuls un peu de façon assez des piètres performances, si je peux me permettre. Mais là, vraiment, lorsque la saison a débuté, on a vraiment vu les qualités de cet effectif-là. Puis, on est venu ajouter Luca Waldschmidt, l'ancien joueur de Freiburg, qui était à Benfica, qui avait connu une assez bonne saison l'an passé. On est allé chercher un très, très, très bon joueur aussi, hein, Dodi Lukebakio du Hertha Berlin en prêt. Donc, une très belle opération aussi financièrement parce qu'il ne va rien coûter, ou à moins qu'on actionne l'option d'achat. Il y a aussi Lucas Mecha, hein, qui est arrivé, qui avait fini 2e ou 3e meilleur buteur dans la Jupiler Pro League en Belgique, qui avait terminé soulier d'or de l'Euro U21 cet été. Sébastien Bourna aussi, le jeune Belge qui est arrivé de Cologne. Il y a Maximilian Philippe aussi, dont on a officialisé le transfert, qui était seulement en prêt de Moscou, on se rappelle. Donc vraiment, selon moi, s'il y a une équipe qui a vraiment secouer le mercato cet été, c'est Wolfsburg, parce qu'on a notamment réussi à garder nos deux joueurs clés, hein, qui sont Maxence Lacroix et Wout Weghorst. Puis on a réussi à aller ajouter des joueurs clés à des postes où il y avait peut-être un certain manque de profondeur. Puis aussi, on a réussi à garder Josip Brekalo. Hein. C'est un autre joueur qu'on ne parle pas assez, mais il a connu une excellente saison, qui était cité en Premier League aussi cet été. Bref, selon moi, un mercato très réussi de la part de Wolfsburg parce qu'on a réussi dans une période très difficile financièrement à résister au ténor anglais et peut-être espagnol aussi. Quoique ces temps-ci, c'est un peu plus difficile, mais on a réussi à résister à la big money, comme on dit, puis à garder nos joueurs clés et à aller ajouter des pièces maîtresses. Donc, vraiment, chapeau à Wolfsburg. Puis oui, je peux glisser un petit mot sur Daniel Malen. On sait que ce joueur-là, c'est depuis qu'il a 17-18 ans, est dans la première équipe avec le PSV Eindhoven. C'est un joueur qui est sensiblement a des qualités assez similaires à Jadon Sancho, peut-être un peu moins technique, un peu moins flamboyant, un peu moins footballeur de rue, si je peux me permettre, mais tout aussi percutant, rapide. Donc, un joueur qui peut la mettre au fond, qui a un bon instinct de marqueur, qui est capable de provoquer en duel. Donc, un ajout très intéressant pour Dortmund, mais encore une fois, c'est du remplacement. Hein. C'est du 1 pour 1, du poste pour poste. Il n'y a pas vraiment d'amélioration dans ce cas-là. C'est ce qui est dommage un peu avec la pandémie. Hein. Dortmund a été quand même affecté financièrement. Les dirigeants sont sortis publiquement pour le dire à plusieurs reprises que, on ne fera pas de dépenses folles parce qu'on n'a pas les moyens. Puis on est un club coté en bourse. On veut rester fidèle à nos investisseurs aussi. Donc, ça a ce désavantage-là parfois d'être coté en bourse, c'est-à-dire on a des redevances envers des investisseurs. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a vu un mercato assez limité cette année.
par rapport aux 2-3 dernières saisons où il y avait eu beaucoup de transferts à la hauteur de 100 millions, si je me rappelle bien, il y a 2 ans, lorsqu'il y avait eu Julian Brandt et compagnie. Mais non, c'est un mercato tranquille pour l'ensemble des clubs, mais si je peux lui donner un gagnant, ça serait le VfL Wolfsburg, selon moi. Mais j'aime bien ton argument de la rétention du personnel parce que ça concerne aussi pas juste l'Allemagne. On voit qu'il y a des équipes qui ont été beaucoup plus sages dans les dépenses, contrairement à d'autres années. Je pense même que globalement, on a parlé d'une très, très grosse baisse malgré certains transferts, mais il y a eu plus, en fait, je souligne en parenthèse là, pour le PSG, c'est plus des joueurs libres qu'on semble signer. Juste pour clôturer ce thème du mercato, il faut qu'on parle d'Erling Braut Haaland parce qu'on en a beaucoup parlé. On a même pensé qu'il allait quitter Dortmund avant le début de la saison, voire juste à la fin août, au moment où la saison avait déjà démarré. Sa clause libératoire va bientôt être enclenchée et elle est de 75 millions. Alors, ça reste encore une aubaine pour des équipes qui veulent se l'offrir. Alors, on mentionne des clubs en Angleterre, bien sûr, Manchester United, Manchester City, mais on mentionne aussi le Real Madrid en Allemagne qui aimerait pouvoir mettre la main dessus. Et éventuellement, puisque un certain Robert Lewandowski a parlé d'être tenté par un autre projet, d'autres défis, alors au Bayern, on pense aussi à un attaquant pour le remplacer peut-être. Et évidemment, Erling Braut Haaland, connaissant comment le Bayern va chercher chez ses proches adversaires les meilleurs éléments, ça pourrait tenter le Bayern à aller le chercher, mais peut-être, justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est où tu payes un frais de transfert que Dortmund veut sans doute au-delà des 120 millions, ou alors tout le monde attend patiemment la clause libératoire et ça sera peut-être le plus rapide à envoyer l'offre de 75 millions. Mais cela dit, selon ce que vous avez vu et entendu, chacun de votre côté, où pensez-vous qu'Erling Braut Haaland va aboutir et à partir de quel moment vous allez le voir partir de Dortmund? David, rapidement, qui est en pole position pour aller le chercher, Erling Braut Haaland, cette pépite norvégienne? Alors moi j'ai un argument, j'ai pas pris de dessert ce midi au restaurant pour faire quelques euros d'économie, donc je pourrais éventuellement songer au bout de 360 années sans prendre de dessert de m'attirer les services d'Erling Haaland. Donc pourquoi je vous dis cette blague? C'est parce que déjà le Carpaccio était suffisamment copieux d'une part, mais d'autre part surtout parce que l'agent de Erling Haaland, Mino Raiola, réclamerait pour son formidable joueur une 50aine de millions d'euros de rémunération salariale annuelle. Et c'est cela qui va évidemment booter le Bayern hors de la course parce que à Munich, c'est pas des rigolos. Oliver Kahn, comme président maintenant, et puis sa direction financière se sont donné des limites. Ça a d'ailleurs occasionné un départ sans doute un peu précipité de David Alaba parce que avec le même agent, David Alaba voulait aussi faire monter son salaire alors qu'on était déjà au max côté Bayern. C'est une partie de la réponse aussi à ta question qui fait que, évidemment, Haaland étant encore très jeune et il est quand même, c'est un formidable footballeur hors norme. Je pense que le Bayern n'aura pas et ne voudra pas se donner les arguments financiers, même si sur le chèque à faire d'emblée, il pourrait rivaliser. Et donc derrière, la deuxième partie de ma réponse, c'est, pardon, c'est peut-être un peu vulgaire ce que je vais dire, un peu provocateur vis-à-vis du monde du football d'aujourd'hui, mais Erling Haaland risque d'aller là où son agent parviendra à le refourguer, à le balancer comme un bagage d'aéroport où il y aura les meilleures conditions. Ça pourrait être le Real parce que le Real Madrid aime beaucoup les spectaculaires joueurs de football. C'est pour ça aussi qu'il regarde bien sûr vers Kylian Mbappé et vice-versa, hein, ça marche dans les deux sens. C'est peut-être le plus. Parenthèse pour la question salariale, si jamais Haaland et Mbappé jouent dans la même équipe au Real Madrid, ça va être intéressant de voir au niveau salarial comment ça va se goupiller tout ça. Mais je ferme la parenthèse parce que je voulais aller un peu dans le sens de la provocation que tu venais de soumettre. Oui, alors, mais après on a vu, et Anthony pourra compléter encore une fois peut-être de façon plus précise que moi, mais l'impression qu'on a avec les deux Manchester en ce moment, particulièrement ceux qui sont en bleu ciel, les deux Manchester se permettent, peuvent dans le cadre actuel se permettre aussi, à l'instar du Paris Saint-Germain, des dépenses supérieures à ce que font les autres.
Donc, de ce point de vue, on peut accumuler les joueurs à fort salaire, les joueurs à forte valeur, pardon, et on peut imaginer que ce soit une solution simplement économique aussi, au-delà des désirs du joueur, d'aller vers l'un des clubs de Manchester. Voilà, peut-être c'est un peu comme ça que ça peut se dessiner. Bon, j'imagine, il y aurait un petit avantage si le clan Haaland est, entre guillemets, amoureux du football, amoureux de la tradition du continent aussi. Ce serait un petit avantage Real Madrid, mais il faut encore que le Real puisse payer, il faut encore que les choses se finalisent. Et s'il y a des conditions nettement supérieures vers l'Angleterre, le marché fera que Erling Haaland basculera vers l'Angleterre. En tout cas, je crains, parce que moi j'aimerais bien qu'il reste en Bundesliga, ça lui va très bien, je crains qu'il faille, à l'issue de cette saison, se faire une raison et penser à son départ vers un autre pays, probablement l'Angleterre, avec l'avantage quand même pour Dortmund et pour la Bundesliga de récupérer, bien sûr, là, pour le coup, une forte somme d'argent. Et il ne faut pas négliger non plus que le PSG pourrait peut-être s'intéresser aux joueurs. Déjà, quand tu parles de 50 millions de salaire et le fait que Mino Raiola ait de bonnes relations avec la direction du PSG Oui. pour différents joueurs, si Mbappé s'en va, le PSG pourrait très bien mettre les sous supplémentaires pour coiffer au poteau le Real Madrid. On verra bien. Je ne voulais pas oublier cette équipe-là non plus, mais je voulais attendre un peu avant de l'évoquer. Maintenant, on va se tourner vers le fan numéro 1 de Dortmund et certainement de Erling Braut Haaland jusqu'à ce qu'il s'en aille. Anthony, alors, où ira Erling Braut Haaland selon toi? Ben, pas au PSG, en tout cas, selon moi. Pas au PSG, mais non, mais selon moi, je veux dire, si tu veux upgrader dans ta carrière, si tu veux passer à un échelon supérieur, je pense pas que c'est en partant de la Bundesliga à la Ligue 1 que tu vas le faire. Écoute, ça serait un transfert purement monétaire. Hein. Ça serait un départ purement pour l'aspect financier si ça arrivait. Mais c'est ça, exact. Là, je veux dire, si on va au PSG, on ne se cachera pas, c'est pour l'argent. C'est pas nécessairement pour la qualité du championnat. En tout cas, pas encore. La Ligue 1 s'améliore dans les dernières années. Il y a plus de compétition. Mais c'est pas encore au niveau de la Bundesliga. Donc, je me dis, si tu veux partir et passer à la prochaine étape dans ta carrière, mais c'est pas en Ligue 1 que tu dois le faire. Donc, oui, forcément, l'Angleterre, hein, c'est ce qui revient le plus logiquement. D'une part, parce que c'est les clubs qui peuvent se le permettre financièrement, hein, avant tout. Puis d'autre part, parce que le championnat est relevé puis qu'on connaît la réputation de la Premier League, c'est le championnat possiblement où il y a le plus de compétition. Quoique dans les dernières années, Manchester City tend à faire un peu mentir cette affirmation. Mais c'est un championnat très compétitif, c'est un championnat où il y a beaucoup de qualité, très physique, donc qui correspond au style de jeu d'Erling Haaland. Je pense qu'il s'y plairait beaucoup en Premier League. Peu importe le club, c'est sûr qu'on pense toujours à des Chelsea, Manchester City, les deux Manchester en fait. Peut-être Liverpool, mais encore là, Liverpool n'est pas un club qui est connu pour ses dépenses faramineuses. En fait, oui, dans les dernières années, à cause des revenus de télévision qui ont explosé en Premier League, mais avant, si on recule il y a 5, 6, 7 ans, c'est pas un club qui dépensait des 80 millions de frais de transfert ou... donc, c'est un club plus conservateur. Donc, peut-être à Liverpool, mais selon moi, mon opinion, c'est probablement un des deux Manchester ou Chelsea. On sait qu'il y avait beaucoup de liens avec Chelsea. Raiola, son agent, aimerait beaucoup l'envoyer à Chelsea aussi, parce qu'il y a des connexions là-bas. Puis, en tout cas, il y a des connexions un peu partout, hein, vous me direz, mais surtout en Premier League. Puis pour ce qui est du Real Madrid, parce qu'il y avait le FC Barcelone qui était cité, mais je pense qu'on peut oublier ça. Le FC Barcelone, on va commencer par se qualifier dans le top 6, puis on en parlera après. On va commencer par rembourser la banque aussi. Exactement. Mais pour ce qui est du Real, écoute, je pense pas qu'on peut se permettre et Mbappé et Haaland dans le même mercato. Je veux dire, c'est deux joueurs qui vont réclamer des salaires de plus de 30 millions d'euros par année. Possiblement des frais. Et il va y avoir d'autres postes à combler parce que exactement, c'est ça. Donc, il va y avoir d'autres besoins. Si tu mets 100 millions de salaire sur deux joueurs, il faut quand même que tu aies quelque chose derrière pour quand l'autre équipe te prend en contre-attaque. Hein, il faut être capable de défendre aussi. Donc, non, je pense pas que le Real est capable de se payer les deux. Peut-être
peut-être que si Mbappé décide de soit rester au PSG, soit d'aller en Angleterre ou peu importe, peut-être que, ce qui est très peu probable en passant parce qu'il semble assez confirmé pour le Real, non, je pense pas qu'Haaland va aboutir en Espagne à moins d'un gros revirement de situation ou de fonds qui sortent de nulle part, l'État espagnol qui efface la dette comme ça s'est déjà fait. Mais non, je pense que ça va être son avenir va se jouer en Angleterre, je suis pas mal convaincu, dans un des 3 clubs que j'ai mentionnés, dont les 2 Manchester ou Chelsea. On a parlé du terme Terminator pour désigner Gerd Müller, c'est aussi le terme pour désigner Erling Braut Haaland. Ça s'applique à lui aussi. Son physique imposant. Lui, par contre, et la vitesse qu'il a pour sa grande taille, il a quelque chose de Terminator, surtout qu'il a un très fort ratio de réussite lorsqu'il a un tir cadré. C'est impressionnant quand même. Son but ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu son 2e but ce week-end, mais moi, je l'ai très bien vu en passant. J'étais dans la 15e rangée de la Zud Tribuna. Puis, non, c'était tout un but, un lob exceptionnel. Ce joueur, il sait tout faire. Il sait tout faire, c'est pas compliqué. Rapide, physique, bon finisseur, très technique. C'est le joueur le plus complet, à mon avis. Puis, il faut se rappeler qu'il n'a seulement que 21 ans. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi. Hein. C'est assez exceptionnel. C'est impressionnant. Puis la Bundesliga le met en vitrine, ça, je peux vous dire. Ah oui, qu'il est là. On passe au 3e terme. Et le 3e terme, David l'a souligné plus tôt, il a vendu un peu la mèche, mais c'est un thème qui était récurrent lors de la saison précédente parce que ça avait été un peu de manière, je dirais pas prémonitoire, mais disons plutôt, c'était déjà dans les cartons, puisque ça s'était déjà mis en branle pendant la précédente saison et on n'a même pas attendu l'entre-saison pour en faire les annonces. Ben, c'est la valse des entraîneurs en Bundesliga. Beaucoup d'entraîneurs ont changé de poste durant l'entre-saison, mais c'était annoncé, comme je vous l'ai dit d'avance. Alors, la question, à 100 000 $ ou à 100 000 €, peu importe où vous êtes, puisque vous êtes tous les deux en Europe, de tous ces entraîneurs qui ont bougé, Nagelsmann au Bayern, Jesse Marsch à Leipzig, l'entraîneur américain, Oliver Glasner qui a quitté Wolfsburg pour aller à Francfort, Marco Rose qui était parti de Mönchengladbach et qui maintenant dirige le Borussia Dortmund, Adi Hütter qui a quitté Francfort pour être l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach. Ça en fait des entraîneurs. Il y a un certain Van Bommel qui dirige maintenant Wolfsburg pour lequel David avait des doutes en début de saison. Maintenant, je ne sais pas s'il a les mêmes doutes, il pourra nous le dire dans sa réponse. Mais la question, pour ce terme, elle tient en une seule phrase simple. De tous les entraîneurs qui ont bougé, qui actuellement est dans la meilleure chaise par rapport à la saison précédente? Évidemment, ça peut changer au cours d'une saison. Et votre réponse pourrait changer dans quelques mois. On reposera la question dans quelques mois. Mais pour l'instant, David, je me tourne vers toi d'abord. Quel entraîneur, au pluriel comme au singulier, a un meilleur siège que par rapport à la saison précédente? Il y a un célèbre jeu dont la version française est Qui veut gagner des millions, un jeu télévisé avec un présentateur qui était très apprécié des Français, qui était Jean-Pierre Foucault. Et dans ce jeu-là, on pose des questions de plus en plus difficiles et on écarte, pour se rassurer, le candidat écarte les réponses qui lui paraissent les moins probables. Je vais le faire rapidement. À mon avis, il y a 2 entraîneurs qui sont en grand danger actuellement déjà. Allez, 2,5. Adi Hütter, ça ne va pas avec Mönchengladbach. Et là, il y a souci. Oliver Glasner, qui a quitté Wolfsburg et dont, sur le dos duquel les langues se sont un peu déliées ces derniers temps, notamment Guy Lavogui, expliquant avec des mots assez durs que son ancien entraîneur à Wolfsburg était un bon technicien, était un bon entraîneur, voilà, mais n'avait pas les compétences managériales et humaines. Et Glasner va être quand même un petit peu sous pression si Francfort devait continuer ses matchs nuls ou au pire des défaites et glisser au classement, surtout si, dans sa campagne européenne, où il y a un groupe un petit peu compliqué avec Olympiakos et Fenerbahçe, ça ne marchait pas non plus. Ces deux-là sont éventuellement en ballottage et Jesse Marsch va devoir, comme on dit en allemand,
délivrer. Je sais qu'on dit aussi comme ça en Angleterre, enfin en anglais. Et en français, on pourrait dire performer. Il va devoir mais on aussi... dit, en passant, on dit aussi livrer, pas délivrer, mais on dit aussi livrer la marchandise. Oui, mais il va falloir qu'il livre quelques victoires, Jesse Marsch. Voilà. Et ça peut commencer très vite contre le Paris Saint-Germain, ça serait pas mal pour lui. Mais aussi en championnat, parce que Leipzig, moi, j'ai été téméraire et j'en ai fait le candidat au titre numéro 1. Si par hasard Nagelsmann ne prenait pas la sauce, ne prenait pas avec Nagelsmann au Bayern, ça, je pense qu'on peut oublier déjà, mais ces trois entraîneurs-là sont les moins bien placés sur leur siège aujourd'hui. Ça, je voulais l'évacuer. Je pense qu'Anthony sera globalement d'accord. Pour savoir lequel de tout cela est le mieux placé, je resterai encore un peu prudent. Dortmund marque énormément de buts. Ça, c'est magnifique, c'est formidable, mais il en prend aussi beaucoup. Et Marco Rose n'a pas trouvé la bonne carburation encore avec son équipe. Donc, ça n'est pas un ciel sans nuages pour le moment à Dortmund, même si sur le plan comptable, ça va pas mal. Je rappelle quand même que c'était un match, certes, sans grand enjeu, mais c'était un match aussi de début de saison. Mais Dortmund a été puni de manière un peu trop large, à mon sens, mais a été puni quand même par le Bayern avant que le championnat commence dans le trophée des champions local, enfin, oui, la Supercoupe. Et on a vu qu'il y avait encore quelque chose à corriger, quelque chose au pluriel. Donc, Marco Rose n'est pas encore complètement installé. Donc, on va penser à qui alors ? C'est à Wolfsburg peut-être que la carte maîtresse pourrait se développer à condition que les joueurs suivent bien sûr les préceptes de l'entraîneur Van Bommel. J'ai été moi assez bluffé par la capacité de gagner des matchs en marquant très peu de buts parce que quelque part c'est ça aussi le football, il faut savoir gagner 1-0, 2-1 et avec Van Bommel on a semblé trouver dans les premiers moments du championnat cette recette-là, mais il faut tempérer avec le match assez médiocre. Il y avait un adversaire, certes, mais assez médiocre quand même qu'a livré Wolfsburg en Ligue des Champions contre le Lille, le LOSC, le Lille. Avec un ratio de but, ce que j'appellerais le but probable ou de but attendu, les expected goals, comme on dit en anglais, de 0,07. Je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Sur le coup, j'ai pensé à un coup de pub pour le prochain film avec 007 là, indirectement, mais c'est plus un gag dans ma tête qu'autre chose. Mais un si faible taux, je me suis dit, Wolfsburg joue ultra défensif. Ils n'ont d'ailleurs donné que 2 buts en 5 matchs cette saison. C'est comme si Van Bommel avait encore, disons, tourné la vis encore plus loin sur l'identité défensive de cette équipe. Mais en même temps, on dirait que le jeu de transition est moins là, peut-être. Oui, oui. Alors après, il y a aussi, il y a un argument pour eux. Je vais passer vite, mais il y a eu la mini-crise déjà. Elle est passée la mini-crise à Wolfsburg puisqu'il y a eu cet épisode rocambolesque du premier tour de coupe. Vous avez suivi avec un 6e changement alors que ça n'était pas autorisé. Van Bommel a pris toute la responsabilité sur ses épaules. Il a bien fait parce qu'il a survécu à cela et l'équipe est passée à autre chose. Mais donc, un ciel plutôt ensoleillé pour Van Bommel et Marco Rose. Plutôt nuageux pour Jesse Marsch, Glasner et Adi Hutter. Voilà, est-ce qu'on a mentionné l'essentiel? Est-ce qu'on en a oublié? Peut-être Anthony, tu vas compléter cette météo. Je pense que c'est pas mal. Je suis pas mal d'accord, honnêtement. Pour les trois que tu as dit qui sont un peu plus en danger, je pense que celui qui dispose des meilleures armes, c'est forcément Jesse Marsch. Hein. On s'entend autant financièrement que présentement, ce qu'il a sous la main comme effectif, c'est assez lourd. Notamment avec le jeune Sloboslai qui revient de blessure, qui fait très, très, très bien. Super. Non, comme tu dis, je pense que Van Bommel, certes, il est dans une meilleure position qu'il était l'an passé parce qu'il était sans emploi. Donc, c'est difficile de faire pire. Mais non, honnêtement, ce que je trouve exceptionnel avec Van Bommel et sa situation à Wolfsburg, c'est la continuité qu'il a réussi à faire avec ce que Glasner avait entamé l'an passé. Ouais. Parfois, hein, comme tu as dit, on avait peur que la sauce ne prenne pas au Bayern avec Nagelsmann. Est-ce qu'on allait agir dans la continuité avec ce qu'Hansi Flick avait mis en place comme système? On avait la même crainte aussi, possiblement à Wolfsburg. On a réussi à se qualifier de peine et de misère pour la Ligue des Champions. On a failli l'échapper dans les dernières semaines. Finalement, on obtient la qualification. L'entraîneur s'en va.
là, qu'est-ce qu'on fait? On engage quelqu'un qui était sans emploi. Est-ce que ça va fonctionner? Puis la réponse, on l'a. Présentement, ça fonctionne. Puis même, je dirais que ça fonctionne mieux que l'an passé parce qu'on a un jeu qui est peut-être plus on s'adapte mieux à différentes situations, j'ai l'impression, souvent de Baumel. On a peut-être plus d'armes aussi offensivement qu'on l'avait l'an passé. Hein. J'ai parlé de Liké Bacchio, j'ai parlé de Luca Waldschmidt. On a gardé toutes les armes qu'on avait aussi l'an passé. Donc, je pense que oui, Van Bommel est vraiment dans une belle situation, entraîne une belle petite équipe. Puis oui, il y a moyen de faire quelque chose de très bien avec l'effectif qu'il a. Bon, je peux parler aussi de Marco Rose. Hein. Marco Rose, certes, est dans une meilleure position que l'an passé. Ça n'a pas été facile à Gladbach. En fait, ça n'a pas été facile à partir du moment où il a annoncé qu'il quittait Gladbach. Ça a commencé à débouler un peu négativement pour lui. Mais non, ça va bien, comme tu as mentionné, David. On marque des buts, mais on en accorde aussi quand même pas mal. Vous avez probablement vu le match contre l'Union Berlin ce week-end. C'est des buts un peu faciles. Hein. Oui, il y a le penalty, mais c'est une faute stupide un peu. C'est maladroit. On défend de façon un peu approximative. Sur le marquage, encore sur corner. Hein. Encore et toujours les corners du côté de Dortmund. On s'en sauve pas. C'est défensivement le problème de cette équipe depuis 2-3 ans. Mais je pense que Marco Rosa est possiblement une des solutions à ce problème-là. Encore faut-il que les blessures soient un peu moins nombreuses qu'elles ont été dans les dernières années. Mais si tous les astres s'alignent, on est en droit de s'attendre à une belle saison du côté du Borussia Dortmund. Puis, on peut glisser un petit mot pour notre ami Nagelsmann, qui, lui, certes, est en meilleure position que l'an passé. Le fait d'entraîner le Bayern, c'était un rêve pour lui. Je pense que on peut être très, très content, très heureux pour cet homme. Ce jeune homme, hein, qui a 33 ou 34 ans, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est ça, exact. Donc, cet homme qui rêvait d'entraîner le Bayern, qui vient de cette région-là, qui était supporter du Bayern. Donc, c'est sûr que en ayant cet aspect-là d'avoir été supporter du club, de maintenant pouvoir l'entraîner, c'est quelque chose qu'on aime voir. Puis d'autant plus que, on l'a vu, on va peut-être en parler un peu plus tard dans notre prochain thème, mais le match contre l'FC Barcelone, on a vu vraiment la capacité de s'adapter de Nagelsmann face à l'adversaire, sa capacité de réaction, puis de changer son schéma tactique, c'est fantastique, c'est phénoménal. Donc, lui aussi est dans une meilleure posture que l'an passé, mais je pense que ça, c'était à s'y attendre, vu la qualité de l'effectif du Bayern. Mais au moins, comme le dit David, la sauce a pris au Bayern avec Nagelsmann, puis je pense qu'on est en droit de s'attendre à quelque chose de très bien, autant pour le championnat que dans les compétitions européennes. On n'a pas mentionné l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Gerardo, l'entraîneur à la double nationalité espagnole et suisse, mais j'ai du mal à prononcer son nom de famille, vous me corrigerez. Gerardo Son, je ne sais pas si je le prononce bien, mais il a un bon début de saison. Il faut prononcer logiquement à la française, Seoane plutôt. Seoane, ok. On va le prononcer comme ça, puis jusqu'à ce que j'entende la prononciation exacte, bien sûr. Mais avec le Bayer Leverkusen, il connaît un bon début de saison. Actuellement, le classement, je l'évoque vite, le Bayern et Wolfsburg sont à égalité avec 4 victoires et un match nul, 13 points. Et le Borussia Dortmund en embuscade derrière, 3e avec 12. Le Bayer Leverkusen, donc j'évoquais tout à l'heure, 10 points. Et en 5e, on a l'une des surprises du chef pour l'instant, c'est Mayence qui s'est décidé tout d'un coup à connaître un bon démarrage pour commencer sa saison. Alors que d'habitude, ce sont les fins de saison, c'est à l'arrivée que Mayence ressort. 6e, une équipe très stable, toujours bien dirigée par Christian Streich. C'est Fribourg, je suis content de les voir là. Moi, 6e avec 9 points. Et on a une autre surprise, Cologne, 7e avec 8 points. 2 victoires quand même. L'Union Berlin, comme à son habitude, pas loin là, du ventre creux, mais au-dessus plus qu'en bas, avec 6 points, à égalité avec l'Hertha Berlin. Tiens, comme par hasard, les deux clubs de Berlin qui se côtoient à mi-chemin, avec 6 points à égalité. Offenheim, 5 points seulement à la 10e place. Je m'attendais à ce que Sébastien Hoeneß ait un peu plus d'emprise, mais le démarrage n'est pas encore tout à fait là. Augsbourg, 11e, toujours avec 5 points. Et là, après, on s'approche effectivement des clubs en difficulté. Leipzig avec seulement 1 victoire et 4 points.
Même nombre de points qu'Arminia Bielefeld, Stuttgart, Eintracht Francfort et aussi le Borussia Mönchengladbach. Et c'est à cause de son différentiel que le Mönchengladbach est à la position de barragiste. Et ensuite, on a les 2 promus qui ferment la marche dans les dernières places du classement. Bochum avec 3 points et Greuther Fürth avec un seul point. Greuther Fürth, on m'a posé la question, c'est situé où? Ben, c'est pas loin de Nuremberg en Allemagne. David pourra toujours me corriger. Alors voilà, c'est là où est situé ce club qui est pour la première fois en Bundesliga, je pense, si je ne m'abuse. Passons au 4e. Je crois qu'ils y sont déjà passés. Oui, ils y sont déjà passés. C'est une grande ville de Bavière quand même. Club, allez, le terme n'est pas propre, mais satellite un peu du Bayern. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques connexions, il y a aussi une rivalité, c'est un vrai derby. Mais là, tu as raison, Mathieu, je termine ma petite parenthèse. La Bavière est très étendue du nord au sud. Munich vers le sud. Munich vers le sud, Nuremberg vers le nord et Greuther Fürth est une assez grande ville. Ça sera insuffisant cette saison. Ils en ont conscience et ils vont tout donner, mais ils ont des moyens qui sont calibrés pour la 2e division. Ouais, ils vont profiter de leur passage, espérons-le. Passons à notre 4e thème. La Ligue des champions, la Ligue Europa, les compétitions européennes. On ne reviendra pas sur l'analyse des premiers matchs. On fera plutôt une analyse de la phase de groupe une fois qu'on sera rendu à la fin de la phase de groupe. Mais j'aimerais vous entendre un peu, comme on fait d'habitude dans les pré-saisons, vos pronostics pour les clubs allemands dans ces compétitions. Très rapidement, là, je ne reviendrai pas sur l'ordre des groupes. Beaucoup de nos spectateurs, de nos spectatrices, nos auditeurs, nos auditrices ont suivi le tirage au sort et ont suivi la compétition. Mais j'aimerais quand même vous entendre, donc, par rapport à ce tirage au sort et au vu du premier match de la phase de groupe, vos pronostics pour les clubs allemands sur la suite des choses. Est-ce qu'il y en a que vous voyez hors de la phase de groupe, comme Leipzig, par exemple, qui est quand même dans un groupe difficile avec le PSG, même si le PSG, on voit, là, ils ont beau réunir les stars, mais ce n'est pas encore tout à fait une équipe. C'est même loin d'en être une, je trouve, pour l'instant. Et il y a Manchester City qui les a complètement laminés lors de ce premier match, 6-3. Beau triplé de Nkunku quand même pour sauver l'honneur de Leipzig, mais quand même, ça risque d'être difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas compétitifs, mais j'évoque cet exemple-là. Le Bayern, par contre, après la leçon de 3-0, et ça aurait pu être pire comme résultat, j'entends, la leçon que le Bayern a donnée au Barça, donc, et là, on commence à voir un peu comment la perte de Messi et les problèmes financiers plombent probablement cette équipe au moment où on se parle. Ce n'est plus tout à fait le Barça qu'on a connu, le Barça glorieux qu'on a connu au cours des 5, 10, 15 dernières années. Donc, le Bayern semble en bonne posture dans le siège du conducteur de son groupe. J'évoque ça comme exemple. Pour Wolfsburg, je ne sais pas trop. Ils sont quand même... on s'attendait à un résultat positif, mais contre Lille, ils ont mal paru. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'ils ont les moyens de se relancer avec leur style ultra défensif? Il faudra voir. Il reste aussi, bien entendu, il y a Francfort qui sont dans les compétitions européennes. Bref, et il y a surtout l'Union Berlin dans la Conference League, cette nouvelle compétition. Donc, j'aimerais vous entendre rapidement sur ce thème-là. David, tes pronostics concernant les clubs allemands, qui passent, qui ne passent pas, en Ligue des champions, en Ligue Europa. On t'écoute. Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Alors, assez simple. Le Bayern sort de son groupe premier et s'il parvient à traverser les mois d'hiver jusqu'en février-mars sans blesser, il doit être un concurrent pour les demi-finales de Ligue des Champions à minima. Je dis il doit être parce qu'on sait que dans le football, il peut y avoir des hors-jeux de 10 cm, des pénaltys improbables et des choses comme ça. Donc c'est plutôt une feuille de route. Le Borussia Dortmund doit s'extraire leader de son groupe, de mon point de vue également, parce qu'il en a les moyens, il en a le potentiel. Wolfsburg, dans un groupe très homogène, doit terminer devant. Il a souffert peut-être d'un mauvais match, il a eu un expulsé, je crois qu'ils ont joué 35 minutes à 10 contre Lille, mais Wolfsburg doit faire mieux que ses concurrents, doit passer devant, même si c'est de peu, et doit pouvoir terminer premier de son groupe. RB Leipzig doit, de mon point de vue, déranger les deux colosses. Il faut faire des points quelque part. Il faut
peut-être profiter du fait que le Paris Saint-Germain ne sera peut-être pas hyper performant tout de suite ou un jour, et venir perturber la machine avec un jeu rapide, avec un jeu surprenant, façon Nagelsmann peut-être, pour venir prendre des points contre Paris au moins et venir troubler ce groupe-là. La qualification, il y a peu de chances dans l'une des 2 premières places pour RB Leipzig. Mais j'attends de cette équipe qu'elle dérange ses adversaires. Et elle l'a fait contre Manchester City. Il y a eu 0-1, il y a eu 1-2, il y a eu 2-3. Et ensuite, il y a eu l'expulsion d'Angelino et on a perdu le fil. Je ne sais même pas, il y a eu 4-3 aussi. Il y a eu 4-3 pour Manchester City à un moment. Donc, quelque part, on était à portée, même si c'était hypothétique. J'attends de cette équipe qu'elle perturbe ce groupe. Et puis, en Europa League, Francfort doit passer un groupe avec Olympiakos, avec Fenerbahçe et avec le Royal Anvers en première place. Même si Francfort est un peu en difficulté, il doit assumer cette capacité qu'il a habituellement à bien figurer en Europe. Pour le Bayer Leverkusen, c'est pareil, on doit passer cette phase. Et pour l'Union Berlin, j'en terminerai bien sûr par là, c'est du bonus. Il faut s'amuser, il faut se faire plaisir, il faut faire plaisir aux supporters. Peu importe le résultat de l'Union Berlin, elle est là pour construire sa légende de club un peu à part dans ce concert européen. Et cette compétition est une joie pour son entraîneur Urs Fischer et pour l'effectif aussi. C'est vraiment du bonus, donc aucune attente pour l'Union Berlin. Pour les autres, je suis assez exigeant, y compris pour Leipzig, qui doit venir déranger les 2 gros. Et de ton côté, Anthony, qu'est-ce que ta boule de cristal te dévoile pour le parcours du club allemand dans les compétitions européennes? C'est sensiblement dans la même voie que David. Hein. Je pense que le Bayern, logiquement, doit terminer premier de son groupe. Ça va de soi. Comme tu l'as dit, David, minimum les demi-finales avec l'effectif qu'on a, avec l'air d'aller qu'on a présentement. Si on réussit à être en santé puis à traverser la saison, qui est aussi, hein, il faut le dire, moins chargé que l'an passé. Hein. On va pouvoir en profiter du côté du Bayern, possiblement. Puis d'autres clubs aussi. Hein. Je pense à Dortmund aussi, qui souvent a été hypothéqué par les blessures. Puis en parlant du Borussia Dortmund, on s'attend. C'est sûr que quand même, c'est un groupe qui est quand même relevé, il faut le dire. Parce que oui, OK, l'Ajax a servi une correction au Sporting, mais dans un match normal, je pense que le Sporting est capable de rivaliser avec l'Ajax. L'Ajax, certes, est capable de rivaliser avec le Borussia Dortmund, d'autant plus que le prochain match est à domicile pour l'Ajax, donc à Amsterdam. C'est un groupe dans lequel le Dortmund doit finir premier, mais je pense que ça va être quand même compliqué. Ça ne sera pas une promenade dans le parc. Il va falloir attaquer chaque match comme il se doit, puis il va falloir vraiment bien profiter de nos chances et bien défendre parce que c'est des clubs. Hein, on regarde l'Ajax, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de buts qu'il marque cette année, autant en Eredivisie qu'en Ligue des Champions. C'est assez impressionnant. On met des 9-0, des 5-0, des 6-0. Ils sont fidèles à eux-mêmes. C'est ça, exact. C'est un club qui s'est attaqué. C'est un club qui a des jeunes joueurs dynamiques, donc il va falloir être prudent. Pour ce qui est de Wolfsburg, je pense que c'est un simple accro, une simple erreur de parcours, selon moi, ce match-là à Lille, ce match gag, qui, oui, c'était une performance horrible. Défensivement, c'est correct parce qu'on n'a pas concédé, mais offensivement, aucun tir cadré, je crois, ou un. Écoute, c'était horrible. C'est sûr que le carton rouge n'a pas aidé à la 60e minute. Hein, Brooks qui a été expulsé. Mais je pense qu'on est en droit de s'attendre à des meilleures performances de Wolfsburg, surtout avec le début de saison qu'ils connaissent en championnat local, en championnat domestique. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à quelque chose de mieux dans les prochains matchs. C'est sûr que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas joué la Ligue des Champions. C'était un match à l'extérieur, dans un environnement qui est assez hostile, à Lille, une grande foule. Donc oui, je pense qu'on va faire mieux dans les prochaines semaines. Puis pour ce qui est du RB Leipzig, selon moi, ça va être très difficile. Hein. Comme l'a dit David, ça va être d'aller taquiner les deux poids lourds, ça va être d'aller grappiller des points où on peut, se rabattre sur les matchs à domicile, préférablement, essayer d'aller peut-être faire des nuls à l'étranger, puis essayer de gagner le plus possible à domicile, mais ça va être très, très compliqué. Je pense que de façon réaliste, on devrait viser l'Europa League, la qualification pour les 32e en Europa League pour le RB Leipzig.
Puis pour ce qui est des 2 clubs en Europa League, ben, je pense comme David l'a évoqué, je pense qu'on est en droit de s'attendre à une qualification, au minimum une qualification, puis au mieux une première place, surtout dans le cas du Bayer Leverkusen qui, je pense, dans les deux, a le groupe le plus faible, ou en tout cas le plus au-dessus de son groupe. Parce que si on regarde Francfort, c'est quand même assez relevé. On a Fenerbahçe notamment. On a l'Olympiakos. Le Royal Anvers aussi qui fait très bien en première division belge dans les dernières années, avec notamment un certain Nainggolan qui est rendu dans cette équipe-là. Oui. Donc, oui, je pense qu'on est en droit de s'attendre à une qualification de leur part. Puis pour aussi l'Union Berlin, ben écoute, on a eu un faux départ contre le Sparta Prague, mais je pense qu'on est capable d'aller chercher la qualification parce qu'on a une identité dans ce club-là de l'Union Berlin, un désir de combattre, un désir de vaincre aussi, malgré le petit budget dont il dispose. Je pense que c'est un club qui a quand même les moyens de se qualifier pour le prochain tour. Je pense qu'on va être capable de rebondir après ce faux pas-là. Selon moi, on devrait se qualifier du côté de l'Union Berlin. Donc, d'après moi, ça va être quand même une assez belle saison européenne pour les clubs allemands. Peut-être plus difficile pour l'RB Leipzig, mais qui quand même va pouvoir se qualifier, à mon avis, pour la Ligue Europa en tant que 3e. En fait, il est à souhaiter que pour Leipzig, la Ligue des champions soit justement peut-être une opportunité, pas juste pour déranger les autres, mais peut-être aussi pour commencer à asseoir l'identité de l'équipe que Jesse March veut voir s'exprimer sur le terrain de façon fluide, harmonieuse et constante. Ce n'est plus Nagelsmann qui est l'entraîneur, c'est Jesse March. Alors, il faut qu'il trouve des repères et qu'il trouve aussi des matchs baromètres ou des éléments sur lesquels il peut se rattacher pour que son équipe soit sur une lancée. Ça pourrait rejaillir en Bundesliga. C'est ce que je pense. Quoi de mieux que pour trouver son identité que d'affronter un Manchester City ou un Paris Saint-Germain? Je veux dire, quoi de mieux que... C'est difficile de trouver un adversaire plus coriace. Là. Écoute, il y a le Bayern, mais c'est pour forger une identité, pour forger un caractère d'entraîneur. C'est bizarre, j'ai hâte Leipzig PSG. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant, Quand on regarde ben, remarque que Wolfsburg contre Lille, on s'attendait à ce que Wolfsburg domine. Et ça n'a pas été le cas. Lille qui connaît un départ très, très, évidemment compliqué, on le comprend, en Ligue 1, a connu un fort match, a profité des 30-35 minutes avec l'avantage d'un homme pour attaquer Wolfsburg, mais on a vu comment c'était une muraille. Ils ont tenu jusqu'au bout. L'aspect positif, c'est que Lille n'a pas perdu. Mais ça, c'est une autre histoire. Dernier thème de l'émission pour conclure. On va parler de la Mannschaft, bien sûr. Ça risque même d'être un des thèmes récurrents à chaque émission, puisqu'il y a des appels aux sélections internationales à tous les mois. Et comme on fait l'émission à peu près à tous les 3 semaines, tous les mois, on risque donc de parler de la Mannschaft régulièrement. La question que je vous pose par rapport à la Mannschaft, je ne veux pas qu'on vienne analyser les matchs et les résultats des 3 matchs que la sélection allemande a disputés pour les qualifications en éliminatoire pour la Coupe du Monde au Qatar. Victoire de 2-0 contre le Liechtenstein, 6-0 contre l'Arménie et ensuite un 4-0 contre l'Islande. Moi, je note quand même une chose, il y a 3 blanchissages. Quand on disait que Hansi Flick avec le Bayern Munich avait des problèmes en défense, j'ai l'impression qu'il est arrivé en Allemagne en se disant et en voyant aussi comment l'Allemagne avait concédé des buts lors du dernier Euro. C'est quand même quelque chose qu'il voulait corriger, je pense. Et je pense aussi qu'il voulait probablement mettre des éléments dans sa formation pour que son équipe reste quand même bien rodée en attaque. Donc, pas trop de grosses vagues, mais quand même serrer un peu les boulons en défense, en tout cas, pour ne pas concéder de but à l'adversaire et revenir à une forme de pragmatisme peut-être et plus de réalisme dans cette équipe. Moi, c'est ce que je pense qu'il a apporté par rapport à Joachim Löw. Mais j'aimerais vous entendre, parce que c'est ça la question par rapport à la Mannschaft que je vais évoquer avec vous. Maintenant que ce n'est plus Joachim Löw, évidemment, et que c'est Hansi Flick, cette fois bien en selle à la tête de la Mannschaft. Au cours de ces 3 matchs, quelle différence, selon vous, a-t-il vraiment apporté? C'est pas obligé d'être drastique ou de sauter aux yeux à ce point-là. Est-ce que c'est par rapport à des joueurs qu'il a fait jouer, par rapport à la formation tactique, certaines décisions pendant un match ici et là, sa manière d'approcher, comme j'ai dit, justement, cette volonté de ne pas concéder de but, ou autre chose? David, selon toi, qu'est-ce qu'Hansi Flick a apporté au sein de cette Mannschaft pour les 3 prochains matchs et qui devrait nous donner une idée de qu'est-ce qui s'en vient par rapport aux futurs matchs de la sélection allemande à venir?
Hansi Flick, c'est énorme. Hansi Flick, c'est énorme. Pourquoi? Parce que Joachim Löw avait fait du funambulisme, penchant un peu vers l'attaque, penchant un peu vers la défense en 2010, 2012, 2014. Il avait trouvé un équilibre merveilleux avec des joueurs incroyables. Schweinsteiger, Klose, Philippe Lahm, Khedira, pour en citer quatre. Et puis derrière, il avait voulu renouveler absolument, continuer à marche forcée, d'intégrer aussi de nouveaux éléments. C'est à mettre à son crédit, c'est bien de faire venir des nouveaux joueurs dans une équipe nationale et de ne pas rester dans une caste fermée. Mais il s'était fourvoyé à l'arrivée. C'est plus facile à dire à la fin, mais il y a eu des choix qui n'étaient pas bons. Et il y a un mot en Allemagne qui est le mot Tugenden, ça veut dire les valeurs et les fondamentaux. Et Hansi Flick est revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire on fait jouer les joueurs à leur poste et on les met en confiance. Et évidemment, si en plus de ça, vous avez des adversaires un peu modestes pour commencer votre campagne, que vous avez des joueurs qui sont aptes physiquement, je pense avant tout à Niklas Süle, qui était dans le fond du gouffre à un moment donné, qui était un peu en surpoids et qui était en difficulté, qui avait plus de confiance, etc. Hansi Flick l'a retapé, et il n'est pas le seul, parce qu'au Bayern, évidemment, on a fait des efforts pour ce joueur. Le roi Sané a retrouvé de la pétillance, aussi du pétillement avec Flick. Donc Flick, il a deux atouts. Premier atout, c'est la culture allemande, c'est-à-dire un management de la gagne. Et le deuxième atout, c'est évidemment de revenir à un jeu plus assis, un 4-2-3-1, alors évolutif certes, mais pardon, avec des grandes constantes. Hein, Neuer, Thomas Müller. On pourrait même réentendre parler de Hummels, voir qui c'est de Boateng si ceux-ci délivrent livrent de belles performances avec leur club, parce que Hansi Flick veut revenir à un point cardinal qui est redonner confiance, enfin, accorder sa confiance à leur confiance, sa confiance, la sienne, à des joueurs qui performent. Et il y a quand même deux atouts. Le premier atout, c'est le calendrier. Vous avez vu que là, on a insufflé une dynamique. Le roi Sané en est le symbole. La Coupe du Monde arrive vite. L'Italie, vous avez vu, s'est relevée pour gagner l'Euro alors qu'elle était au fond du trou 18 mois avant. L'Allemagne devrait pouvoir faire pareil. À court terme, Flick reconstitue une équipe, reconstitue un ciment, reconstitue une force. Parce que c'est aussi la fraîcheur de l'entraîneur. Ça, c'est le premier atout. Et le deuxième atout, c'est l'Allemagne 2024. L'Euro va se disputer en Allemagne. Il va y avoir une mobilisation autour de cet événement et il va y avoir une dynamique aussi. Donc, on peut se retrouver avec une Mannschaft portée par le souffle de Flick, une belle Coupe du Monde, qui sait, et puis derrière, la volonté de confirmer, de continuer, d'intégrer quelques jeunes, parce qu'il l'a fait aussi, avec deux ou trois jeunes là, qui sont arrivés des moins de 21, notamment Adeyemi. On pourrait en citer d'autres. Et alors, il y a une difficulté, évidemment, mais justement, par le fait qu'il intègre des jeunes, il essaie de contourner cette difficulté, c'est qu'en Allemagne, pour l'après 2024, on risque d'avoir un creux parce que la nouvelle génération qui arrive est un peu moins talentueuse, peut-être un petit peu moins prolifique que les Gnabry, que les Sané, que même à un degré moindre Werner et quelques autres qui sont quand même tous de super footballeurs, globalement, j'entends. Flick va être porté à court terme par le bel effectif dont il dispose, par la confiance et la dimension physique qu'il donne à ses joueurs. Après 2024, en revanche, point d'interrogation. Mais on n'en est pas là. Et pour l'instant, pour répondre à ta question, Mathieu, très simplement, la qualité de Flick, c'est ce retour aux fondamentaux, assez allemand, athlétique, confiance, un bel effectif, et ça peut carburer assez fort, assez vite. Moi, j'attends que cette équipe, à défaut de marcher sur le monde, recommence à en imposer. Et avec Flick, on en impose à nouveau. Même si contre le Liechtenstein, Arménie et Islande actuelle, c'était pas forcément une adversité rugueuse. Mais ça revient doucement. Ouais. Et d'ailleurs, l'Allemagne va retrouver un adversaire qui
l'avait soigneusement battu il y a quelques mois à la surprise générale. C'était la Macédoine du Nord. Ils vont retrouver la Macédoine du Nord ainsi qu'un match contre la Roumanie, bien sûr. Mais c'est retrouvailles contre la Macédoine du Nord. Je suis persuadé que le résultat va revenir probablement en faveur de l'Allemagne et qu'Hansi Flick va trouver les bons mots pour dire... Là, le dernier match, là, c'était juste une parenthèse. On s'en rappelle de cette défaite-là. On en avait parlé d'ailleurs dans l'émission. Ça pourrait nous donner une indication dans quelle direction Hansi Flick amène cette sélection. Je précise, juste une toute petite précision avant de laisser bien sûr Anthony développer sur ça éventuellement, mais il y a aussi un truc fort, c'est que Flick vient du Bayern et il a reconstitué, enfin il reconstitue naturellement. Il y a un axe fort quand même. Aujourd'hui, Neuer, Goretzka, Kimmich, Müller étant une option parce que devant il y a d'autres possibilités, c'est quand même un axe fort quoi. Avec ces joueurs-là, vous avez de quoi affronter de l'adversité. Oui, un peu comme à l'époque où l'Espagne dominait, on jouait un peu le même style que le Barça. C'était un peu, il y avait des joueurs du Real, bien sûr, mais c'était un peu l'axe Barça qui guidait cette Espagne qui avait gagné 2 € et la Coupe du Monde au tournant là, de la dernière décennie. Maintenant, Anthony, ce que tu as observé de ton côté de cette Mannschaft au cours du mois de septembre, selon toi, qu'est-ce que Hansi Flick, à part évidemment, je suis persuadé que tu as d'autres éléments à apporter, même si vous semblez, David et toi, consulter la même diseuse de Bonaventure quand j'évoquais les boules de cristal tantôt, là. Mais non, sérieusement, Anthony, selon toi, qu'est-ce que Hansi Flick a apporté, à part évidemment une autre voix, une nouvelle voix, parce que Joachim Löw était là depuis longtemps. Hein? À un moment donné, les joueurs aiment ça, à un moment donné, un renouvellement du message, un renouvellement des voix. David a parlé des fondamentaux. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as vu de différent au sein de cette sélection sous les ordres d'Hansi Flick? Ce que j'ai vu de différent, je ne sais pas si ça vient d'Hansi Flick directement, mais ce que j'ai vu de différent, c'est les joueurs semblent plus libérés sur le terrain. Hein, on le voit, les joueurs sont capables de démontrer leur aisance technique. Je pense à Leroy Sané, je pense à Serge Gnabry, qui dans les derniers matchs sous Joachim Löw était peut-être un peu timide. Hein, on l'a vu à l'Euro aussi. C'était difficile de trouver les espaces. On n'était pas capable nécessairement. On sait que ces deux joueurs-là sont des ailiers qui aiment repiquer au centre, prendre des frappes. Ils sont très, très bons pour centrer aussi, mais c'était des joueurs qui étaient un peu incapables de le faire à la fin de l'ère Joachim Löw. On a vu, oui, tu l'as dit Mathieu, c'est pas les plus grands adversaires qu'on a affrontés, là. Mais on a vu juste dans la manière dont on a performé, on voit que les choses sont intéressantes. Puis écoute, c'est des dominations totales, là. Oui, c'est un 2-0 contre le Liechtenstein, mais c'est un match pratiquement d'essai où on a mis des jeunes joueurs. On a essayé de contrôler le match le plus possible. On n'a rien donné de tout le match, bien entendu, au Liechtenstein. Mais je pense que s'il y a une chose que je retiens vraiment de ces 3 matchs-là, c'est la façon plus libérée, plus je sais pas comment dire, plus joyeuse peut-être de performer de la part des joueurs clés de l'Allemagne. Il y a une sorte de lâcher-prise, on dirait. Exactement, c'est ça. L'ambiance est probablement meilleure aussi. On sent qu'on a passé à autre chose, puis qu'on est dans une nouvelle ère, une ère de transition. Mais en même temps, c'est une ère de transition qui n'en est pas nécessairement une, parce que c'est un entraîneur qui a connu la sélection avant, qui a gagné avec la sélection aussi. Puis comme le disait aussi David, qui a entraîné la moitié de l'effectif au Bayern. Donc, c'est une transition, mais c'est pas une transition qui part de zéro. On est déjà quand même à mi-chemin et plus. Donc, je pense que c'est intéressant. Qui débarque, qui ne connaît pas non, c'est ça, exactement. David a évoqué encore une fois la notion de chaise. Tous les joueurs sont dans la même chaise. Ouais. Si je peux faire un peu une petite comparaison, c'est pas comme Stefan Kuntz va faire avec la Turquie. Là. C'est débarquer dans une sélection où, lui qui a quitté les espoirs pour aller entraîner la Turquie. Ça, c'est plus complexe, mais c'est un autre dossier. Mais pour ce qui est d'Hansi Flick, vraiment, on voit qu'il connaît les joueurs qu'il entraîne. Il a l'expérience de la sélection, il connaît l'environnement, il connaît le staff, il connaît l'environnement, son entourage. Donc, je pense que tout ça fait en sorte que le système de jeu est clairement établi. On retrouve, comme l'a dit David, on retrouve les bases qu'on avait établies au milieu des années, début des années 2000, en fait, entre 2008 et, on va dire, 2014, 2016, une Allemagne qui était quasiment destructrice, qui était écrasante par moments, qui savait mettre le ballon au fond
3, 4, 5 fois par match contre des adversaires de taille même. Donc, on essaie de retrouver peut-être cette identité-là, cette identité-là vraiment de gagnant. Puis je pense que sous Hansi Flick, en tout cas, on a des bons flashs jusqu'à maintenant. Puis je pense que ça va être, ça devrait aller pour le mieux pour cette sélection-là. Puis on va le voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis on va le voir très rapidement avec la Coupe du Monde qui vient dès l'an prochain, au mois de novembre exceptionnellement. Mais on va avoir droit à une belle idée de ce qu'Hansi Flick va nous proposer assez rapidement. Puis moi, je conclurais pour Hansi Flick. J'aimerais ça apporter aussi mon point. Pour l'avoir vu avec le Bayern, je trouve qu'il a aussi un côté très, très fin psychologue. J'ai l'impression qu'il sait exactement comment soutirer le maximum de ses joueurs sans que ça soit pour les joueurs un moyen de pression inutile. Il a cette façon justement de les mettre dans les meilleures dispositions et pas forcément juste au niveau tactique. Je pense qu'il sait leur parler. Et le fait qu'ils les connaissent aussi, je pense que ça aide à créer justement, comme disait David, un axe, quelque chose de fondamental sur lequel on peut poser les bases de ce que cette équipe-là va devenir pour la prochaine Coupe du Monde. On a souvent évoqué l'exemple Zidane par rapport à la psychologie. On gère des égos. En Allemagne, il y en a quand même, j'en suis persuadé, même si on essaie à ce qu'il n'y ait pas justement de superstars qui se pensent un petit peu plus fort que la grosse tête, quoi, pour reprendre une expression. Ce qui me permet de souligner, et je vais conclure là-dessus, vous avez mentionné Leroy Sané, c'est peut-être l'année de vérité pour lui. Oui. Non seulement au Bayern, mais aussi en sélection. On a souvent parlé de la déception qu'il a été lors de la saison précédente. Puis même avec la sélection sous Joachim Löw, il n'a pas été à la hauteur du talent qu'on attend de lui. Maintenant, il a une opportunité et il a montré des très bons signes encourageants cette saison. Il a une opportunité là, de s'illustrer, pas comme superstar, mais de s'illustrer comme un joueur d'impact avec l'Allemagne et avec le Bayern. Là. Il a une opportunité à saisir devant lui, là, et c'est à lui de la saisir. C'est peut-être l'année de vérité pour lui. Je m'avance, je n'ai pas la même boule de cristal que vous. Ben, écoute, c'est un joueur qui revenait aussi, il faut le dire, l'an passé, d'une blessure au croisé antérieur. C'est pas quelque chose dont on se remet facilement. Puis, c'est une blessure qui prend du temps pour l'avoir vécu moi-même. C'est une blessure qui requiert beaucoup de soins, beaucoup de réhabilitation. Donc, je pense que c'est une question de confiance aussi, puis de peur aussi. Hein. Parfois, on est plus craintif, on a peur de se reblesser. Mais je pense que c'est quelque chose qui va partir avec le temps. Puis ça devrait revenir dans son cas. Je veux dire, un joueur qui a autant de talent, les merveilles qu'il faisait avec Manchester City, c'était phénoménal. Donc, puis même à Schalke, si on remonte avant, un peu plus loin, on connaît ses qualités. Je pense que l'an passé, c'est une saison d'après-blessure grave. Je pense que c'est pas la norme, c'est pas ce dont Leroy Sané, c'est pas le portrait de Leroy Sané. Selon moi, il va être en mesure de faire beaucoup mieux cette saison. Ben, ça sera à suivre dans les prochaines semaines, bien sûr, dans les prochains mois. Eh bien, pour cette première expérience que j'appellerais un format magazine, je pense que ça a été une belle réussite. J'ai déjà hâte dans 3 ou 4 semaines pour le second épisode et les prochains sujets que nous évoquerons ensemble. Merci infiniment, messieurs, pour ce début de 3e saison et pour ce premier épisode avec ce nouveau format qui, ma foi, était particulièrement réussi. Et maintenant, je m'habitue à vos visages. Je ne voudrais plus m'en passer. Très sympa. Et puis, on a une assurance tout risque. Et c'est pas pour flatter Anthony, mais avec Dortmund, on est toujours certain qu'il va y avoir du spectacle toutes les semaines. Donc, suivez la Bundesliga avec ce club et tous les autres. Mais celui-là, il est quand même particulièrement pétillant. Ouais, ou sinon, moi, j'encourage les gens à regarder les matchs de Fribourg pour voir ce qu'une petite équipe avec une belle direction puis des joueurs que, justement, on ne connaît pas, mais qui jouent bien ensemble, qui sont capables de tenir la dragée haute à plein d'autres équipes. Et il y a la Forêt Noire en arrière-plan, bien sûr, si on a l'occasion de le voir dans les caméras. C'est un beau stade, c'est bien situé. C'est parce que je sais aussi que j'ai vu le stade à Monterrey au Mexique avec la montagne en arrière-plan, c'est majestueux. Wow. Ça n'a aucune commune mesure comme vision, mais en même temps, je me disais, mais la Forêt Noire, quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes en matière de visuel. Et je ne parle pas d'image d'Épinal, bien sûr. Mais bon, on encourage la Bundesliga, c'est ainsi qu'on voulait le souligner. Mais les activités pour suivre les matchs, bien entendu, il y a le réseau Sportsnet. Il y a des matchs qui sont disponibles via les chaînes régulières pour ceux qui n'ont pas l'abonnement Sports World. Sinon, au besoin, vous avez certains matchs sur DAZN maintenant. Et
au possible, là, si vous êtes en Europe, bien sûr, il y a les diffusions, bien sûr, là, sur les différentes chaînes françaises. Mais pour ce qui est de l'Amérique du Nord, c'est Sportsnet qui diffuse les matchs de Bundesliga. Profitez-en. Le samedi matin, là, notamment, et même le dimanche par moment, là, il y a des bonnes affiches. Vous n'allez pas être déçus. Pour nous, on se retrouvera, bien entendu, pas la semaine prochaine, mais j'avais l'habitude de le dire et ça a failli m'échapper. On se retrouvera d'ici 3 ou 4 semaines. Je ne vous annonce pas les sujets d'avance parce que David l'a un peu souligné. Les sujets, parfois, se produisent un peu spontanément. Ils arrivent comme ça et on ne s'y attend pas. Alors, ça sera très intéressant de voir et de découvrir avec nous ce dont nous allons vous parler dans la prochaine émission. En attendant, on vous remercie de nous suivre. C'est très simple. Pour ceux qui nous écoutent toujours en mode podcast, vous pouvez nous écouter via les différentes plateformes comme iTunes, Google Art Radio, bien entendu, ou le Apple Podcast pour les téléphones cellulaires. Et tout ça, c'est via le compte du Cannes Football Club Plus. Et vous pouvez vous abonner, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Il y a un Patreon aussi, si vous voulez vous abonner là, et faire un don pour la communauté foot ici en Amérique du Nord, pour les francophones qui aiment le soccer, comme on dit ici. Il y a plein aussi de podcasts et aussi maintenant d'émissions en vidéo comme ça. Donc, vous allez voir, vous allez apprécier tout le contenu. En attendant, donc, pour ce qui est de nous, la Bundesliga, continuez donc de suivre les activités toutes les fins de semaine, sauf bien entendu les pauses des matchs internationaux. C'est au début du mois d'octobre, autour de ce que j'appellerais la fête de l'Action de grâce au Canada, au mois d'octobre pour les prochains matchs de la Mannschaft. On se retrouve donc d'ici 3 ou 4 semaines et d'ici là, portez-vous bien. Mathieu Lemay, au nom de mes consultants et mes amis, bien sûr, le Kaiser David Lortolari et Anthony Tessier qui est maintenant au pays des moules et des frites. On vous dit donc à très bientôt.